Je m'appelle Cyrine Caraz, je suis psychologue depuis 2017 et depuis 2017, je travaille dans des services de pédopsychiatrie avec des adolescents majoritairement et leurs familles. Et j'ai aussi travaillé dans des services de protection de l'enfance, aussi majoritairement avec des adolescents. Et aujourd'hui, je suis à mi-temps à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu dans un service de consultation ambulatoire de pédopsychiatrie, un CMP. Et 2 jours par semaine, j'ai un cabinet en face de la préfecture dans le 3e arrondissement où j'accueille majoritairement des adolescents et un public étudiant, en dessous de 25 ans. Mon quotidien auprès des adolescents, c'est de travailler prioritairement avec eux sur la raison pour laquelle ils consultent, sur les troubles qu'ils rencontrent, la souffrance psychique qu'ils rencontrent et souffrance sociale par moment. Un gros travail, c'est également de pouvoir travailler avec leur famille, sur leur environnement, sur ce qui se passe pour eux, sur comment eux, ils voient leur adolescent et la façon dont eux, ils peuvent les aider à se réguler eux, à réguler leur environnement. On travaille aussi pas mal avec les partenaires du scolaire, collège, lycée, quand les enfants sont scolarisés, pour pouvoir faire maillage autour des adolescents, pour leur permettre, dans tous les endroits de leur vie, de trouver une forme d'apaisement et de trouver une forme de soutien qui est le même, qui va dans le même sens et qui permet de les entourer au quotidien. La santé mentale, on l'a définie, enfin l'OMS plutôt, l'a définie comme pas seulement l'absence de troubles psychiques, mais comme un état de bien-être et d'apaisement global qui permet à un individu de pouvoir affronter les difficultés normales de la vie sans que ce soit un bouleversement interne, de pouvoir travailler, avoir une activité professionnelle, extra-professionnelle et de pouvoir apporter et s'insérer dans la communauté. Ça, c'est la santé mentale classique, comme elle est définie par l'OMS. Une santé mentale altérée, c'est quelque chose qui empêche un de ces éléments, qui empêche d'aller au travail, qui empêche de mener une bonne sociabilisation, qui empêche d'être bien chez soi, d'être bien dans sa famille, qui empêche de sortir, qui empêche en réalité quel que soit l'aspect de sa vie qu'on souhaite investir, qui fait obstacle à ça. Dans les lieux de consultation pour adolescents, généralistes, on va dire, les CMP, les maisons des ados, enfin vraiment des lieux de premier accueil adolescent, on va dire, la majorité des troubles qu'on reçoit, troubles qui mènent à une consultation, c'est, si on doit définir des grosses lignes, les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc je vais plutôt parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce que je pratique au quotidien. Et de toute façon, c'est les motifs de consultation principaux depuis plusieurs années quand on est en service adolescent. Dans ces deux grosses catégories de troubles, la santé sexuelle, elle est affectée dans plusieurs mesures. Le trouble mental alimente la difficulté dans la sexualité et inversement, mais que ce soit les troubles anxieux, quels qu'ils soient, ou les troubles dépressifs, la santé sexuelle, elle est altérée dans tous les cas, dans des modalités différentes pour chaque et selon les individus, selon l'histoire de l'individu, mais dans tous les cas, il y a une santé sexuelle altérée. On a remarqué ces dernières années, donc notamment depuis fin 2021, début 2022, une explosion des passages pour les adolescents aux urgences pour des symptômes associés à des troubles dépressifs ou à des troubles anxieux. Ça a été remarqué nationalement. Tous les professionnels de l'adolescence en France ont remarqué ça, donc il n'y a pas de disparité de territoire. Et ça, c'est quelque chose qui a été associé à une forme d'effet rebond des confinements, du Covid, certes, enfin, de l'aspect pandémique évident, mais surtout des effets du confinement, dans le sens où une fois que les adolescents, surtout les préadolescents à ce moment-là, ont été dans une forme d'enfermement, de protection, de repli autour de leur famille, de leur environnement familial et dans une forme aussi de danger de l'extérieur, de peur de l'autre, de la peur de la contamination, d'angoisse de mort hyper importante. Le retour à la scolarité plus normale, à la socialisation plus normale, a provoqué une anxiété qui se déposait sur plusieurs choses potentiellement, mais une anxiété super forte, des difficultés aux apprentissages aussi, parce que quand on n'est pas aller à l'école pendant un certain temps, une scolarité un peu modifiée, c'est pas tous les élèves qui ont pu reprendre un rythme d'apprentissage d'une scolarité normale, ce qui a majoré des troubles anxieux souvent déjà présents, sous-jacents, ou des dynamiques familiales un peu compliquées qui étaient sous-jacentes. Mais le fait est qu'un an et demi, 2 ans après le premier confinement, assez rapidement, les passages aux urgences ont explosé. Pour des conduites à risque, des idées suicidaires très importantes, des tentatives de suicide, des symptômes anxieux qui font très peur en général quand c'est la première fois qu'ils arrivent, une première crise de panique, des fois on ne sait pas ce que c'est, on pense qu'on va mourir donc on va aux urgences. Mais dans l'idée, les troubles anxieux et les troubles dépressifs, ils ont explosé chez les adolescents qui étaient en fin d'enfance, début d'adolescence pendant les premiers confinements. Et c'est des effets qui tendent à se lisser là en 2024. Les chiffres ne sont pas très précis, mais en 2024, ça tend quand même vraiment à s'apaiser. Mais il y a eu un gros recours aux urgences psychiatriques à cette période-là. Les troubles dépressifs, on en désigne les symptômes
classiques et qui sont presque systématiques, quelle que soit la nature du trouble dépressif, c'est une difficulté à ressentir du plaisir, de l'envie d'aller vers les autres, de se projeter dans le futur, des activités qu'on aimait bien avant, elles nous procurent plus autant de plaisir, voire aucun plaisir, donc on arrête de les faire. Un manque d'envie d'être en lien avec les autres, avec soi-même, de sortir. Des troubles du sommeil souvent, des difficultés à s'alimenter, une hypersomnie, donc le besoin de dormir beaucoup. On a soit on dort très peu. Une inversion du rythme de sommeil de la nuit vers le jour. Certains adolescents chez qui ça peut être un usage difficilement contrôlable des écrans. On n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à voir des gens. Et petit à petit, on se renferme sur soi dans le moment présent ou dans le passé parce qu'on n'arrive plus à voir autre chose que ce qui se passe actuellement. On ne voit plus le futur. Donc ça, c'est en gros les symptômes dépressifs classiques. Les symptômes, ils peuvent être modulés selon le genre, mais dans l'idée, c'est plutôt ça les symptômes dépressifs. La façon dont ils impactent la santé sexuelle, c'est que quand on n'a plus envie de rien, on n'a pas non plus envie de fait d'avoir une sexualité. Sexualité, c'est très mu par l'envie de rencontrer l'autre, de se rencontrer soi, de faire une activité qui fait du bien, de ressentir du plaisir. Du coup, aussi sous-tendu par l'idée qu'on peut éprouver du plaisir dans cette activité. Dans les troubles dépressifs, on ressent plus ça. On n'a pas envie d'aller vers l'autre, on n'a pas envie d'aller vers soi, on n'a pas envie de se confronter à son corps, donc encore moins de se confronter au corps de quelqu'un d'autre. N'ayant plus envie de rien, on n'a pas non plus envie de ça. Souvent chez les adolescents, on a une difficulté, voire une absence totale de libido qui est provoquée par la dépression. Mais cette absence de libido, elle peut aussi alimenter la dépression parce que on est à un âge où c'est censé être normal et on est censé devoir avoir des premiers rapports sexuels, rencontrer les gens, avoir envie de ça. Et rien que l'idée de ne pas avoir envie de ça, ça alimente aussi quelque chose de « mais en plus je suis pas normale et en plus je suis pas comme tout le monde » et alimenter la problématique dépressive. Et du coup, souvent, c'est des cercles vicieux dans lesquels ils sont coincés, les adolescents. Il y a une influence des traitements également. La plupart des molécules utilisées dans les traitements antidépresseurs pour les adolescents, elles provoquent des dysfonctionnements sexuels. Enfin, le plus classique, c'est l'absence de libido. Les traitements antidépresseurs, étant donné qu'ils visent à éviter les grandes descentes émotionnelles, de fait, elles évitent également les grandes montées émotionnelles. Donc comme tout est un peu contenu là-dedans, on a du mal à ressentir beaucoup d'excitation ou beaucoup de plaisir ou beaucoup d'envie, puisque ça permet d'éviter de ressentir des très gros bas où on n'a plus envie de rien. Il y a aussi des conduites d'hypersexualisation chez les adolescents, qu'on observe en tout cas plus fréquemment dans la pratique chez les adolescentes, qui peuvent être provoquées par des traumatismes sexuels. Si on résume dans des très grandes lignes la résolution du traumatisme, c'est une forme de répétition du traumatisme, inconsciente évidemment, jusqu'à ce qu'on y trouve une issue plus favorable. L'hypersexualisation, souvent chez les adolescentes, elles sont induites par ça. Elles peuvent être aussi induites par un plaisir momentané qu'on ressent à ce moment-là, et dans un état psychique où on ne ressent pas grand-chose d'autre, ça incite à recommencer l'expérience pour ressentir du plaisir, même momentané, mais le ressentir à nouveau, encore, parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre qui nous fait plaisir. Et c'est aussi beaucoup chez les adolescentes, parce qu'elles ont un rapport à leur corps qui est conditionné bien différemment de celui des garçons. Donc, dans une période où on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui a de sens, qu'on n'a pas spécialement de valeur, qu'on ne s'apprécie pas spécialement, quand le regard de l'autre il peut être relativement positif sur nous, on a tendance à plus facilement aller vers ce regard et se plier au désir de ce regard parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre et qu'on n'a pas de valeur autrement qu'à travers ça, qu'à travers son corps et surtout à travers le regard de l'autre et ce qu'il veut de nous. Les symptômes des filles, elles ont des symptômes qu'on appelle auto-agressifs, de manière plus fréquente que les garçons qui ont plutôt des symptômes qui sont hétéro-agressifs. Les filles se font plus souvent du mal à elles et les garçons font plus souvent du mal aux autres. Donc ça, c'est pas des symptômes dépressifs biologiques, c'est des symptômes dépressifs genrés. Les filles, elles sont amenées à exprimer leurs émotions, notamment la tristesse, qui est plutôt sans dire encouragée, en tout cas qui est acceptée, l'expression de la tristesse est acceptée chez les filles, là où l'expression de la tristesse sous forme de pleurs, par exemple, elle est très peu encouragée chez les garçons, voire elle est très moquée, ce qui les incite plutôt à exprimer leurs symptômes de manière extérieure. On a plus de problématiques de délinquance chez les garçons que chez les filles. Il arrive régulièrement que ce soit des problématiques dépressives dans les deux cas. C'est qu'elles ne s'expriment pas de la même façon, selon le genre. Et de facto, ça rend la prise en charge des filles plus précoce et plus visible parce qu'une adolescente qui se fait du mal, qui pleure beaucoup, qui est renfermée, qui exprime une grande tristesse ou une grande détresse, des parents, par exemple, vont
assez rapidement se demander ce qui ne va pas, se dire qu'il y a une souffrance derrière et l'amener à un professionnel de l'adolescence. Là où un garçon qui commence à avoir des conduites à risque, des conduites hétéro-agressives, donc faire du mal aux autres, qui va se renfermer sur une consommation d'écran ou une consommation de drogue ou autre, on ne va pas automatiquement se dire que c'est parce qu'il ne va pas bien, on va se dire que c'est parce qu'il commence à tester le cadre, à tester la règle, à avoir des conduites déviantes, et on va chercher plutôt à réprimer ça ou à éduquer ce comportement, plutôt qu'à se dire probablement qu'il y a une problématique souffrante derrière ça. Donc comme on ne la traite pas de la même façon, on commence déjà grossièrement par de l'éducation, et quand ça ne fonctionne pas ou quand l'adolescent il a réussi à exprimer quelque chose d'un mal-être, ensuite on l'emmène en consultation chez des professionnels de la santé, mais ça vient très très longtemps après. Donc la dépression, elle a eu le temps de s'installer, elle a eu le temps de prendre racine dans plein d'autres choses, et du coup elle est beaucoup plus dure à traiter parce que ça fait plus longtemps et parce que entre-temps l'adolescent il s'est mis en danger ou il a eu des conduites répréhensibles. Donc c'est en ça que l'expression des symptômes, elle est aussi très genrée parce qu'elle prend racine dans la façon dont on a encouragé ou non l'expression d'émotions dans l'enfance, dans la façon dont on considère qu'un garçon il doit être adolescent ou qu'une fille elle doit être adolescente, dépend du milieu familial, elle dépend de la culture, elle dépend du lieu géographique, ça dépend d'où on vit. Est-ce que notre groupe de socialisation amicale il est plutôt mixte ou est-ce que c'est que des garçons ou que des filles? Ça dépend aussi beaucoup de tout ça. Donc une des autres problématiques principales qu'on peut rencontrer quand on est professionnel de l'adolescence, c'est les troubles anxieux. On dit les troubles anxieux parce qu'il y a beaucoup de sortes de troubles anxieux. La majorité qu'on rencontre dans les lieux de consultation, c'est des refus scolaires anxieux, donc des difficultés, voire une impossibilité à aller dans le lieu de scolarité, des TOC, des angoisses de performance. Tous ces troubles, on les catégorise dans les troubles anxieux de manière générale, parce que ce qui sous-tend est la façon dont se déploient les symptômes. Même s'ils se déposent sur des éléments qui peuvent être différents, ça sous-tend la même problématique, à savoir une angoisse très forte, dont les symptômes peuvent être, et pour le coup ça se rejoint quel que soit le lieu de dépôt de l'angoisse, des ruminations anxieuses, une difficulté à s'endormir. Quand bien même on arrive à s'endormir, souvent on se réveille plusieurs fois la nuit, une difficulté à tisser des liens sociaux parce qu'on est tellement pris par ces ruminations ou par sa peur ou par les choses qui font obstacle dans notre tête qu'on est en difficulté pour avoir des liens dans la vraie vie avec des pairs ou avec des adultes, plutôt des pairs en général, mais ça peut être aussi des difficultés à faire confiance aux adultes. Les ruminations anxieuses étant souvent le soir, le sommeil dans les troubles anxieux, il est super compliqué, ce qui fait qu'on est encore plus anxieux le lendemain parce que notre corps il est normalement fatigué, et ce qui crée aussi une angoisse de la nuit d'après. Est-ce qu'on va réussir à dormir? Est-ce que ça va bien se passer? Ce qui empêche de dormir. Les troubles du sommeil, c'est le plus problématique dans les troubles anxieux parce que c'est ce qui empire le plus la situation, je dirais. Le souci principal chez les adolescents qui viennent consulter pour des troubles anxieux, c'est ce que ça leur empêche de faire. Quand ça les empêche d'aller à l'école, quand ça les empêche d'avoir des amis, ou ils ont des amis mais se sentent pas bien dans leur groupe d'amis, ils se sentent rejetés, ils se sentent abandonnés, ils se sentent pas tout à fait à leur place. Ça arrive aussi dans le milieu familial, des adolescents qui se sentent pas à leur place au milieu de leur famille, qui comprennent pas trop ce qui se passe autour d'eux, qui ont bien perçu que les choses avaient changé, qu'ont changé, mais qui comprennent pas quoi et qui comprennent pas pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui tournent en tête beaucoup, et qui empêchent d'être bien en lien avec les gens et bien en lien avec soi-même, puisqu'on est majoritairement dans ces ruminations, donc on n'est plus tout à fait dans le présent, on n'est plus tout à fait dans son corps, on n'est plus tout à fait dans la projection vers le futur, on est dans l'anticipation et dans la rumination. Les angoisses que ça peut générer dans la sexualité, c'est souvent des angoisses de performance et des angoisses liées au regard de l'autre. Donc dans le cas de l'angoisse de performance, c'est j'ai telle image de ce à quoi est censé ressembler un rapport sexuel. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis au niveau? Je vois bien que je suis pas au niveau de ce qu'il me semble avoir compris de ce qu'on attend de moi. Que va en penser l'autre? Est-ce qu'il va penser que je suis nulle? Est-ce qu'il va aller raconter à tout le monde que je suis nulle? Ça rejoint la question du regard de l'autre, l'angoisse du regard que l'autre désirable va porter sur notre corps. Est-ce que je suis assez beau ou belle? Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre sur mon corps? Mon corps ayant changé il y a peu de temps, puisque le propre de l'adolescence, c'est aussi que le corps il a changé il n'y a pas si longtemps et qu'il est encore en train de changer. Est-ce que je suis à l'aise avec ce nouveau corps? Est-ce que j'ai le temps de m'y habituer? Et si moi j'ai pas eu le temps de m'y habituer ou si je le trouve moche, mais qu'est-ce que va en penser l'autre? Et tout ça, c'est des choses qui empêchent d'être tout à fait dans le moment présent au moment d'un rapport sexuel, et c'est ce qui empêche de passer un bon moment et c'est ce qui empêche d'avoir envie de recommencer. Dans des périodes où on est très anxieux, on n'est ni tout à fait avec soi-même, ni tout à fait avec les autres, et quand bien même on a rencontré quelqu'un qui pourrait avoir du désir pour nous et nous on a du désir pour lui, il y a vraiment une grosse composante qui est le regard de l'autre,
D'autant plus dans un monde où maintenant, les limites quand on est dans un groupe d'adolescents, un groupe de pairs à cet âge-là, elles sont parfois floues parce qu'on a besoin d'exister dans un groupe, parce qu'on n'est plus tout à fait dans le groupe familial parce qu'on n'est plus un enfant, qu'on cherche qui on a envie d'être, à quelle valeur on a envie d'adhérer. Dans cette recherche de l'image de soi, on a besoin d'avoir un groupe d'amis, de fréquenter d'autres gens, de faire des rencontres et de pouvoir un petit peu s'identifier aux gens qu'on rencontre, et ça c'est très sain, mais c'est très normal. Les groupes d'amis à l'adolescence manquent parfois de limites, dans le sens où souvent il y a des adolescentes qui craignent d'avoir des relations avec des garçons parce qu'elles ont peur de ce qui va se raconter, s'il va y avoir des photos, pas de photos, qui va avoir accès à leur rapport sexuel qui était en fait intime et qui était avec une personne. Est-ce que du moment où elle va quitter la pièce, il n'y aura pas 5 autres garçons qui seront au courant de ce qui s'est passé dans des détails? Ça c'est quelque chose qui peut aussi empêcher les adolescentes d'avoir des rapports, parce qu'elles savent que ça va vite et que c'est tellement difficile d'avoir confiance qu'elles sont souvent pas tout à fait sûres de ce qui va se passer derrière ça, ce qui accentue la peur du regard de l'autre. Donc là, on a fait une liste des symptômes qu'on peut ressentir quand on est adolescent. Si on se retrouve dans un ou plusieurs de ces symptômes, c'est important de pouvoir consulter un professionnel de la santé mentale, sachant qu'il y en a dans toutes les villes, dans tous les secteurs, dans tous les arrondissements si on est dans une grande ville. La voie la plus classique, on va dire, c'est les CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont spécialisés dans le soin des adolescents. Et on pourra y trouver des psychologues, des pédopsychiatres, des infirmiers, infirmières, qui pourront permettre de trouver des solutions et un accompagnement nécessaire pour les jeunes et pour leurs familles. On peut recevoir tout le monde dans ces lieux-là. Dans certaines villes, il y a aussi des associations qui sont formées, qui sont tout à fait aptes à pouvoir accompagner les jeunes. On a la maison des adolescents, on a les points accueil écoute jeunesse, qui sont des lieux super intéressants pour pouvoir être accompagnés dans ces difficultés, qu'elles soient passagères ou qu'elles soient plus structurelles, mais en tout cas qui sont des bons lieux d'écoute et de soutien vers lesquels on peut se tourner. Et pour les adultes qui accompagnent les adolescents qui sont dans ces situations, c'est aussi important de pouvoir reconnaître les signes. Même si l'adolescent n'est pas toujours tout à fait apte pour le moment à reconnaître lui-même ces signes chez lui, à l'intérieur de lui, on peut les observer de l'extérieur. Pour un parent ou un accompagnant qui se questionne sur un changement dans le comportement de son enfant ou quelque chose qui a plus l'air si simple alors que ça l'était avant, ou un adolescent qui est souvent triste ou qui est souvent enfermé, qui n'arrive plus trop à discuter avec nous, n'importe quel changement de ce type qui peut être préoccupant chez un adolescent, c'est un peu la même chose. En tant que parent, on peut faire une demande au centre médico-psychologique, à la maison des ados ou au point accueil écoute jeunesse pour parler de son adolescent, pour demander comment on peut l'aider. L'idéal étant d'amener l'adolescent avec soi. Mais en tant que parent, on peut aussi aller poser des questions sur comment aider au mieux son adolescent et l'aider à reconnaître ce qui est un peu compliqué chez lui. On peut aussi l'aider, rien que dans la cellule familiale, à différencier ce qui est d'une émotion normale et adaptée à ce qui est une émotion qui veut dire qu'en fait il y a quelque chose de plus profond qui va pas trop. Par exemple, on peut aider l'adolescent à reconnaître, à différencier plutôt le stress de l'anxiété. Par exemple, c'est normal d'être stressé avant un gros examen, c'est normal d'être stressé avant de faire quelque chose de nouveau, c'est normal d'être stressé avant de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, dans une certaine mesure. L'anxiété, c'est tout ce qui dépasse ça. C'est ressentir des symptômes de stress dans des moments qui ne sont pas censés l'être, ou alors, une fois que le moment est passé, continuer de le ressentir, ou y penser le soir, la nuit. Ça, c'est des choses qui sont plutôt catégorisées dans l'anxiété. C'est des moments dans lesquels les parents peuvent aider les jeunes à identifier en eux ce qui pourrait être pas tout à fait comme d'habitude, pas tout à fait proportionné, pas tout à fait classique. Si on souhaite pouvoir consulter un ou une psychologue sans prévenir ses parents, c'est possible. C'est pas possible en CMP parce qu'il faut forcément être accompagné ou avoir l'accord de son parent ou de la personne qui est responsable de nous. Par contre, dans les maisons des adolescents, il y en a dans plusieurs villes, on peut s'y rendre de manière anonyme, de manière toujours gratuite, et sans forcément que ses parents soient au courant. Donc si on est dans une problématique où on ne souhaite pas tout de suite ou pas du tout la partager avec ses parents, c'est possible de se tourner plutôt vers la maison des adolescents. Quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas tout à fait censé se passer, ou quelque chose qui nous cause un inconfort, ou qui nous fait réfléchir dans l'après-coup, ou qui nous stresse beaucoup dans une relation qu'on entretient, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est important de pouvoir identifier des adultes de confiance à qui on peut en parler. On peut en parler à ses parents, si on se sent assez libre dans la communication et dans l'environnement familial pour pouvoir le faire, mais on n'est pas obligé de le faire avec ses parents si on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec. L'important, c'est d'avoir au moins un adulte de confiance qu'on sait pouvoir être disponible pour nous et bien placé pour nous aider, pour nous conseiller, à qui on peut parler de ça. Parce que des fois, quand on est dans une situation ou dans une relation, on n'a pas toujours le recul
et on ne se rend pas toujours compte de ce qui est en train de se passer. Et d'en parler à quelqu'un de confiance, souvent plus âgé que nous, ça aide à pouvoir avoir le recul sur ce qui se passe, ce qui pourrait mal se passer, est-ce que c'est tout à fait normal ou non ce qui est en train de se passer, et que cette personne elle soit en mesure de pouvoir nous aider à nous défaire de cette situation si on sent qu'on n'est pas tout à fait en capacité de le faire tout seul, et de pouvoir nous donner le bon curseur de ce qui est normal dans une relation et ce qui l'est pas. À un moment de vie où on vit tout comme très intense, émotionnellement, relationnellement. Puis les émotions, elles sont très vives, elles sont très aiguës, et c'est normal, et c'est très cool. Mais du coup, par moments, on se retrouve aussi pris dans des situations dont on n'arrive pas à se défaire et qui sont en fait plus tout à fait normales. Et c'est là aussi que les adultes, les adultes de confiance, ils peuvent nous aider à nous extirper de situations qui n'étaient pas tout à fait. D'où également l'importance par moment de s'orienter vers un professionnel de la santé mentale qui reconnaît plus facilement les signes de l'extérieur parce qu'il n'est pas affectivement dans la situation, dans le corps de la personne concernée ou dans le cerveau de la personne concernée. Et ça permet d'objectiver un peu une liste de comportements où de l'extérieur on peut se dire ah bah ça plus ça plus ça plus ça, je crois que ça ressemble plutôt à tel trouble ou à tel problème, voilà comment on peut t'aider, voilà ce qui a l'air de se passer pour toi. Et ça c'est quelque chose dans une moindre mesure mais tout de même qu'un adulte de confiance peut aider à faire aussi. D'objectiver la situation et de rationaliser ce qui est rationalisable et légitimer ce qui a à être légitimé. Françoise Dolto, pour parler de l'adolescence, elle parlait du complexe du homard, dans le sens où l'adolescent n'est plus un enfant, il a enlevé sa carapace d'enfant, ce qui lui faisait son identité, la façon dont on s'adressait à lui, dont on le voyait, dont lui, il vivait son adressage aux autres. Et le temps de créer et de se consolider sa carapace d'adulte, il est un peu tout nu, avec tout, ses émotions, ce qui parvient à lui, ce qui sort de lui. Et il est dans une période où il a moins de défense, où il est très vulnérable, où il est très sensible. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on peut penser l'adolescence. C'est une période de grande sensibilité, de grande vulnérabilité. Et du coup, c'est une période où on a besoin de soutien. On a besoin de pairs, on a besoin d'entourage, on a besoin d'être pensé et d'être soutenu par les gens qui nous connaissent et qui nous veulent du bien. Et c'est une période à laquelle, en tant qu'accompagnant ou parent, on doit être vigilant chez son enfant parce que c'est une période où il a besoin de nous, mais il ne va pas forcément demander qu'on s'occupe de lui, et il ne faut pas toujours prendre les devants en s'occupant de lui ou en allant tout le temps lui demander comment ça va. On doit être, il me semble, disponible pour lui, sous toutes les formes desquelles on se sent capable, en tant qu'adulte, pour qu'il puisse toujours se dire que s'il a besoin, il peut se tourner vers nous. Ça comprend la santé mentale beaucoup, enfin la santé de manière générale, mais du coup, a fortiori la santé mentale, parce qu'on a besoin de savoir quand on est adolescent qu'on peut aller explorer ce qu'on a envie d'explorer, on peut faire des expériences, on peut faire des erreurs. Il y aura toujours quelqu'un vers qui on peut se retourner et qui peut nous rassurer et nous expliquer ce qui s'est passé et nous aider à recommencer quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, une nouvelle exploration. C'est ce rôle qu'on doit avoir auprès des adolescents, celui de filet de sécurité et de soutien. Soutien inconditionnel quand on est un parent et soutien relatif quand on est un professionnel autre. Il faut rester à sa place, mais on peut être un soutien pour l'adolescent. On parle de prendre soin de sa santé de manière générale. Prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé sexuelle, parce qu'il y a une période où on va de toute façon probablement vivre ses premières expériences sexuelles. Il faut faire en sorte d'offrir un contexte où un début de vie sexuelle qui n'altère pas la santé mentale et d'avoir les conditions mentales nécessaires pour bien vivre son entrée dans la vie sexuelle. Les deux sont vraiment très liés. Encore une fois, à son niveau, avec ses compétences et ses propres limites d'adulte. Souvent, quand on est parent, on a aussi ses propres limites de ce dont on souhaite parler ou pas avec son adolescent. Dans tous les cas, je crois qu'il faut lui offrir des adultes de confiance qui pourront l'aider, le soutenir, répondre à ses questions, lui apporter des moyens de prévention et pouvoir parler de ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que j'ai envie de recommencer? Est-ce que j'ai apprécié ce qui s'est passé ou pas? En tout cas, d'avoir un lieu sans jugement, sans pression et sans obligation d'en faire quoi que ce soit d'autre pour permettre d'avoir une bonne entrée dans sa vie sexuelle en tant qu'adolescent.